Jonathan, bienvenue sur ma chaîne de podcast. Est-ce que tu peux te présenter à nous? Oui, je m'appelle Jonathan, j'ai 46 ans et je suis chargé de mission à la Pérédance pour la plateforme bruxelloise pour la santé mentale pour un mi-temps et l'autre mi-temps je travaille au SPF Santé comme référent expert de vécu pour les addictions et les équipes mobiles 2B. En deux mots, les équipes mobiles 2B, c'est du suivi à domicile sur la longue durée. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce qu'est le métier de la pérédance? La pérédance, on peut le décliner de deux manières, la première ligne, la seconde ligne. On va résumer, la première ligne a un contact direct avec des usagers, des bénéficiaires, des résidents dans des lieux de soins en santé mentale ou en précarité, ou violence sexuelle, violence conjugale, intrafamiliale, etc. C'est vraiment un contact direct avec les gens et on propose un accompagnement et on se base sur son expertise de vécu pour accompagner les gens dans certaines démarches ou pour peut-être, j'aime pas trop le mot conseiller, mais peut-être pour les orienter, ou en tout cas leur faire part de son propre vécu pour leur dire, ah bah tiens, moi je suis passé par là, je connais, je suis passé par là, j'ai deux, trois tips, j'ai quelques outils que je pourrais te partager et qui pourraient peut-être être utiles dans ton rétablissement, dans ton parcours, dans tout ce que tu veux. Et puis il y a le travail de seconde ligne, et ça c'est un peu ce que je fais, enfin c'est un peu, c'est même ce que je fais ici principalement à la plateforme, et même pour le SPF, certainement encore plus pour le SPF, j'expliquerai peut-être après ce que je fais à la plateforme, mais là tu es, disons, dans un travail plus administratif. Tu es moins en contact avec des usagers, des bénéficiaires, des résidents, tout ce que tu veux. Pour donner un exemple, j'organise des réunions, ce qu'on appelle des réunions vertes. Et donc, à ces réunions vertes viennent des gens, toute personne qui est intéressée par la pérédance. Ça peut être toi, ou des personnes du secteur social santé. Donc, on a des psychiatres qui viennent, des coordinateurs d'unités de soins psychiatriques qui viennent. Mais on a aussi des pérédants actifs ou des personnes qui sont qui sont intéressées par la pérédance, qui sont en train de faire des démarches pour participer, par exemple, à la formation. Donc, c'est pour donner un petit peu une idée de ce que c'est le travail de seconde ligne en pérédance. Et puis il y a le côté aussi SPF santé, où là c'est vraiment de la seconde ligne, quoi. Là on est en train de débuter, mais là l'idée c'est de pouvoir implémenter le travail de père aidant, l'expertise de vécu dans les lieux de soins divers et variés. Et là on a vraiment un contact quasiment direct avec tout ce qui est coordinateur de réseau et des choses comme ça, quoi. Ok. Donc si j'ai bien compris, l'un des objectifs d'un pérédant, c'est de se mettre en relation avec l'usager et en même temps d'autres personnes qui font partie des soins, comme un médecin généraliste par exemple. Le travail, on va dire que le travail de première ligne, c'est tu utilises ton expertise de vécu dans un domaine spécifique. Par exemple, moi, c'est les addictions. Mhm. Donc, je mets au service des gens mon expertise de vécu, on va dire mon passé, pour les aider, les accompagner, comme je t'ai dit là tout à l'heure, pour leur donner des petits tips. Et par exemple, il y a des gens qui me disent, oui, mais comment je peux me faire hospitaliser? Qu'est-ce que je dois faire comme démarche? Et là, bah, écoute, ça peut se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Un sevrage, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on ressent, etc. Ah bah, quand tu fais un sevrage au cannabis, ça dure autant de temps, tu peux faire comme ça, j'ai envie d'arrêter. Ah bah, si tu as envie d'arrêter, il y a plusieurs solutions. Mhm. Tu peux te faire hospitaliser, ne pas te faire hospitaliser, etc. etc. Voilà, ça, en tout cas, moi, ma pratique de la pérédance de première ligne, c'est principalement sur les réseaux sociaux. Donc il y a des gens qui me contactent en MP, et voilà, c'est quoi tes tips, c'est quoi tes... Voilà, tiens, si je prends ça dans telle quantité, qu'est-ce que je vais ressentir? Ben, voilà. Alors là, c'est plus un travail de réduction des risques que de, oui, de réduction des risques, de prévention. Et donc ce que je fais comme travail de première ligne à la plateforme, c'est donner la formation au rétablissement par ses propres forces. Donc c'est une formation qui est donnée en 8 cours. On parle du rétablissement, de la santé mentale, du lien à soi, du lien aux autres. Dernier truc, c'est les objectifs. Et donc, c'est une formation qui est animée par un père aidant ou une père aidante, donc moi ou ma collègue, Mhm. et par un psychologue de première ligne. Pourquoi avoir choisi cette place de pérédant? Alors, ouf. En fait, oh, quand je me suis fait hospitaliser, j'avais déjà un compte TikTok. Je ne savais pas quoi en faire, et puis TikTok. Et au fur et à mesure de l'hospitalisation, j'apprends des trucs sur l'alcool, sur la cocaïne, sur ça, sur ça. J'apprends des choses. Et je me dis, ce serait quand même sympa de partager ça sur les réseaux sociaux. Après, ça marche pas, on verra bien. Mhm. C'était pas mon souci de savoir si j'allais faire des vues et tout, tu vois. Pas que je m'en foutais, mais c'était secondaire. Moi, ce que j'avais vraiment envie, c'était de partager et puis aussi un peu d'expliquer aux gens, écoutez, faites attention,
Parce qu'en déconnant avec tel produit, on peut se retrouver tout seul dans une chambre d'hôpital, ou enfin en tout cas moi j'étais seul dans ma chambre, et c'est pas très gai quoi. Il y a une sorte de semi-enfermement, bah, tu vois plus tes proches, enfin, en tout cas pas comme si tu étais dehors quoi. Je m'y serais intéressant de partager ça, et donc je commence à faire ces petites vidéos, etc. Et un jour, il y avait un groupe qui s'appelle Prévention Rechute. Et après un de ces cours sur la prévention rechute, l'infirmière qui anime le truc nous dit: Ah, la semaine prochaine, il y a un père aidant qui va venir. Un père aidant, il y a un curé qui va se ramener, je pige pas, je me dis: Mais qu'est-ce que ce mec en soutane va venir m'expliquer? Dieu va t'aider à ne plus consommer d'alcool. Je suis un peu sceptique, un peu dubitatif. Bon. Et donc le truc commence. Ah ben notre père aidant va arriver et je vois un mec qui s'amène, training, t-shirt, maillot de foot, Air Max. Une drôle de tronche, hein, le curé. Et là, je comprends que c'est pas P-E-R, je crois, allez, on va bref, mais c'est P-A-I-R. Donc, père. Et là, le mec, il nous explique son parcours, un parcours incroyable. Il a connu la rue, les addictions. Il est diagnostiqué schizophrène. Et le mec, il est là devant moi, tu vois, bien. Il nous explique qu'il travaille là à la clinique, qu'il anime qu'il anime des ateliers de slam. Je dis, mais en fait, c'est chouette ce qu'il fait. Et c'est déjà un peu ce que je fais sur TikTok. Mais lui, il fait ça de manière professionnelle. Et ça me. Pas que ça me chamboule, mais ça me parle beaucoup, en fait. Je me dis, ah, il y a peut-être moyen de faire. Il y a moyen d'en faire son métier. Et voilà. Et en plus, moi, à ce moment-là, je suis quand même en réflexion pour quitter mon travail que j'ai à l'époque, parce que ça ne me correspondait plus, ça ne me convenait plus pour un tas de raisons. Je voulais me reconvertir. Et voilà, j'entends ça, mais c'est dans ma tête, et voilà. Et c'est quand j'étais en post-cure, je me dis, bon, ben, il va falloir quand même commencer à préparer la suite. Donc j'ai été voir la père aidante de l'unité du pôle psychose de cette clinique. Et je dis, voilà, bonjour, écoute, moi je suis très intéressé par ça, mais est-ce qu'il existe des formations ou je dois aller où pour me former, si formation il existe? Donc elle m'explique, oui, il y a une formation à Lumons. Je dis, oh, Mons, quoi. Je suis à Bruxelles, je vais me taper Mons. Mais tu vois, je suis tellement motivé que je me dis, bon, ben, ce sera comme ça, quoi. Elle me dit, c'est un jour par semaine. Je dis, oh, un jour par semaine. À Mons, ça passe. Et alors elle me dit, oui, mais ils n'ont pas de budget pour cette année. Ah, je dis, bon, ben, tant pis. Mais à Bruxelles, ils commencent une formation. Ils vont faire les premiers cycles. Elle me dit, il faut contacter Sophie Céphale, il y a ça à faire, machin, t'envoies un mail. Donc j'ai fait mes petites démarches, j'ai envoyé un mail à Madame Céphale. On dit voilà, je suis intéressé. Donc là, elle m'a expliqué, voilà, il y a des journées d'information, enfin des après-midi d'information, il faut venir, vous voyez, pour que vous voyez un petit peu ce que c'est. Donc j'ai été à ces séances d'infos. Et puis ils nous ont dit voilà, si vous êtes toujours intéressé, il faut envoyer un CV, une lettre de motivation, et on vous contactera pour un entretien de sélection. Et donc voilà, j'ai fait ça. J'ai reçu un petit coup de fil pour me dire, vous savez venir tel jour à telle date, tel jour à telle date. Si vous savez venir tel jour à telle heure, il n'y a pas de problème. Je suis venu. L'entretien, il s'est passé comme il s'est passé. Pour moi, il s'était bien passé, mais tu sais, tu sors d'un entretien, c'est pas un entretien d'embauche, mais tu dis toujours, est-ce que j'en ai dit assez, est-ce que j'en ai pas dit assez, enfin, j'étais comme ça, tu vois, un peu dans le doute, puis je me suis dit, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, on verra bien. Et quelques semaines plus tard, bonjour monsieur De Wilder, oui, voilà, c'est un céphale. Vous êtes sélectionné pour participer à la formation. Et donc j'ai participé à la première promotion d'experts de vécu de père aidant ici à la plateforme bruxelloise pour la santé mentale. Par rapport à ton passé, donc tu as eu Mhm. un passé dans les addictions. Ouais. Et le métier de père aidant t'a permis quelque part de sortir de ce schéma d'addiction? Non, Non. c'est pas la formation de père aidant ce qui m'a permis de me rétablir. J'étais déjà rétabli avant. Enfin, j'étais déjà quand même vachement bien avancé dans mon rétablissement. Euh, Moi, ce qui m'a vraiment sorti de mes addictions, ça a d'abord été d'aller voir une psychologue spécialisée en addiction, dans une association spécialisée en addiction, qui à l'époque s'appelait la RAT, Réseau d'aide aux toxicomanes. Aujourd'hui, c'est le RESAD. Donc ça m'a déjà quand même, ça m'a pas sorti de l'addiction, mais ça m'a permis de comprendre ce qui m'avait mené à l'addiction, ou en tout cas ce qui m'avait mené à la consommation d'alcool, de cannabis, de cocaïne et parfois d'autres produits. Donc voilà, j'ai pu avoir, ça m'a permis une prise de recul, ça m'a sorti un peu la tête hors de l'eau, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis le gros du taf, ça a été l'hospitalisation en fait, hein.
Donc, j'ai fait 2 mois de cure à la clinique Sans Souci, un peu plus que 2 mois, mais bref, qui ont été enchaînés par plus de 6 mois de post-cure. Ce qui m'a vraiment le plus aidé dans mon parcours de rétablissement, c'est l'hospice. C'est vraiment l'hospice. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu ton vécu en hospitalisation? Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Donc en fait, la première chose, c'est qu'à un moment donné, je me rends quand même bien compte qu'il y a un problème. Je consommais quand même beaucoup de cocaïne. Je consommais régulièrement de la cocaïne dans des quantités, voilà, c'était 3 à 4 grammes sur la soirée, surtout le week-end, enfin soit. Et enfin, il y avait ma vie privée qui n'allait pas terrible, ma vie professionnelle qui n'allait pas terrible, séparation compliquée, situation pas conflictuelle, mais je te dis, ça n'allait plus au boulot, les consommations, donc voilà, il y a un peu une dégringolade. Et la cocaïne me fait perdre beaucoup de poids. Là, ça se voit pas, je suis assis, je mesure 1m90, je pesais plus que 69 kilos. Tu ressembles à rien, quoi, tu vois. Le visage bouffi par l'alcool, enfin, le reflet dans le miroir, pas terrible. Enfin, il y a comme ça tout un truc, tu vois, qui se passe au niveau physique, psychologique. Donc en fait, ma situation privée, ma situation professionnelle, ça va plus. C'est vraiment, je me rends compte que c'est pas terrible. J'ai 40 ans et je me dis que j'ai gâché ma vie. Et pour oublier ça, je consomme. Je consomme plus d'alcool. J'avais arrêté le cannabis, j'avais commencé à consommer du cannabis, pardon. Et la cocaïne aussi. Et de la cocaïne, j'en prenais à l'époque quand j'étais plus jeune à l'occasion. Et là, c'est plus vraiment à l'occasion. Tu vois, c'était tous les week-ends ou un week-end sur deux et j'en consommais beaucoup. Donc de ce fait-là, ben, je perds beaucoup de poids. Comme je dis, voilà, 69 kilos pour 1m90, c'est pas beau. Visage bouffi d'alcool. Enfin, tu vois, voilà, ça va plus. Je fais un burn-out. Et donc c'est le burn-out qui me donne un déclic et qui me fait dire, il faut que je fasse quelque chose en fait. Et donc j'ai commencé mon parcours de rétablissement par ce que j'ai dit, comme j'ai dit là tout de suite, d'aller voir une psychologue. Et en fait, quelque part, j'étais obligé de me faire hospitaliser pour arrêter l'alcool parce que je suis alcoolique. Je ne suis pas un consommateur d'alcool, je suis alcoolique. C'est-à-dire que si à l'époque j'arrêtais de boire tout seul, sans suivi médical, mon pronostic vital pouvait être engagé. J'ai arrêté la cocaïne tout seul, enfin en tout cas sans suivi médical. J'avais un suivi psychologique, mais j'avais pas de suivi médical, donc ça fait sans traitement, sans rien. Je l'ai fait comme ça tout seul dans mon coin. Et, là, et voilà, j'avais fait une première demande d'hospitalisation, et pour plein de raisons, ça se passe pas, ça n'aboutit pas, et donc je laisse tomber. Et ce qui se passe, je me dis, bon, il faut quand même qu'au moins je diminue, que j'arrête, tu vois. Et je me dis, on va faire ça, hein. J'ai déjà arrêté la coke, puis à l'époque j'ai arrêté de fumer, de ci, de ça. Donc, allons-y pour l'alcool. C'était vraiment pas une bonne idée, parce que donc, je rentre chez moi un soir, et en fait, je me retiens de consommer de l'alcool. Je me dis non, aujourd'hui, je vais diminuer, ce ne sera pas avant telle heure et que telle quantité. Donc je rentre, je m'occupe de mon appart. Et à un moment donné, je me sens vraiment bizarre, angoissé, difficulté à respirer. Ma main commence à faire comme ça. J'ai l'habitude des tremblements, ça fait des années que je bois, mais à un moment donné, mon bras il part dans tous les sens. Je bois mes 4 bières, le bras arrête de trembler. Et j'en parle quelques jours plus tard à ma psychologue. Elle me dit, Monsieur De Wilder, vous ne pouvez pas arrêter de boire de l'alcool, vous pouvez mourir. T'as quand même un choc, tu vois, tu as envie d'arrêter un produit, on te dit que tu peux pas l'arrêter parce que tu peux mourir. Et en fait, ce que j'ai failli, mais c'est les histoires de tremblements et de bras qui partent comme ça, c'est les premiers symptômes d'une crise d'épilepsie. Elle dit, vous l'avez échappé belle. Et c'en est où votre demande d'hospitalisation? Je dis, bah ça n'aboutit pas, ça traîne. Donc, il faudrait quand même penser à un autre lieu. Et c'est là que mon franc y tombe, je me rappelle de quelqu'un qui est hospitalisé là-bas. Et donc, c'est ça qui m'a conduit, si tu veux, quelque part à l'hospitalisation. C'est le fait de réaliser que je ne pouvais pas faire sans, parce que déjà j'avais envie d'arrêter de consommer parce que j'avais envie de vivre, Oui. et là donc j'ai envie d'arrêter, mais je peux arrêter, mais que dans certaines conditions, sinon je risque de mourir. Ah, tu vois, il y a quelque chose, tu vois, dans la tête qui se passe, c'est très bizarre, tu vois, c'est très étrange. Hein. En plus, c'est ce que j'allais te demander, pendant toutes ces années-là, qu'est-ce qui a fait que tu as entamé toutes ces démarches-là? Parce que c'est pas commun de voir que tout le monde cherche à s'en sortir. À quoi est-ce que tu t'es rattaché à ce moment-là, quand tu étais enfin, tu étais quelque part au bout, au Le fond du burn-out, gouffre? oui, non, On le peut le fond du dire. trou, j'y étais, puisque Tu y étais, ouais. on dit souvent que le burn-out, c'est quand ton corps et ton esprit lâchent en même temps. Mais moi, c'est vraiment ce que j'ai eu, quoi. Au sens littéral du terme, au sens propre du terme. Je suis rentré chez moi, je suis tombé par terre, et je ne savais plus me relever. Et pour moi, c'était rideau, la vie était terminée, et il faisait noir, quoi, tu vois.
Et vraiment, toute lumière était éteinte. Mais il y avait quand même, tu vois, encore, il y avait il y a un warning qui s'allumait dans le fin fond de mon cerveau, en fait. Donc tant bien que mal, j'ai réussi à ramper jusqu'à mon salon, à me mettre sur une chaise, machin, et à me dire, non, ça c'est plus possible, en fait. Je peux plus vivre comme ça. C'est pas possible, c'est pas ça la vie. Il y a quand même, je n'ai que 40 ans, il y a quand même encore moyen peut-être d'améliorer les choses. Et ce que je me suis dit, c'est que j'avais envie d'arriver à la pension dans un état convenable et d'arriver à 67 ans, en espérant que la pension reste à 67 ans évidemment, mais d'arriver à l'âge de la pension en me rappelant comment je m'appelle et où j'habite. Et j'en avais marre d'être prisonnier du produit, si tu veux. Voilà, j'en avais marre d'organiser ma vie en fonction de où et quand, pourquoi j'allais pouvoir consommer. Enfin, j'ai déjà répété plusieurs fois que j'avais envie de récupérer mon libre arbitre, de pouvoir décider si j'ai envie ou pas de consommer aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, moi, je suis abstinent, sobre, tout ce que tu veux. Les produits, ça me dit plus rien. J'ai fait le tour du bloc plusieurs fois. J'y retournerai pas. Je préfère aller visiter d'autres endroits. Mais il y a, tu vois, c'est tous ces genres d'idées qui me sont passées par l'esprit, en fait. De récupérer ma life, en fait. Et de vivre convenablement, ou en tout cas d'avoir un niveau de vie acceptable. Et l'argent. L'argent. Je dis souvent aussi que un de mes moteurs, c'est l'argent, parce que ça coûte bonbon. La cocaïne, ça coûte beaucoup d'argent. Quand tu fumes beaucoup de cannabis, ça coûte beaucoup d'argent. L'alcool, c'est pas gratuit non plus. À côté, tu fumes des clopes. Donc c'est un gros budget et j'avais envie de mettre ce budget dans des vêtements, dans des Legos, enfin voilà. Ok. Et est-ce que tu avais déjà commencé à consommer certaines choses quand tu étais plus jeune ou c'est vraiment allez, quand tu t'es rapproché de ta quarantaine que tu as commencé J'ai commencé à consommer de l'alcool, j'avais 14 ans. C'était pendant les vacances scolaires, pendant les week-ends. J'avais l'occasion d'aller régulièrement à la côte. Et donc quand j'allais le week-end à la côte ou pendant les vacances scolaires à la côte, je consommais de l'alcool. Mais rien de fou, quoi, tu vois. Bon, je me mettais des murges, oui, mais si j'allais pas pendant 3 semaines à la mer, je consommais pas vraiment d'alcool, tu vois. C'était vraiment le côté récréatif, créer du lien avec des autres, pouvoir se mêler au groupe, des choses comme ça. Et donc, c'est pendant les vacances scolaires, quand j'avais 18 ans, que j'ai découvert le cannabis. Mais je l'ai découvert volontairement, hein. C'est pas tombé du ciel, hein. Je suis allé vers aussi, hein. Ah, tu fumes? Ah, tu sais en avoir? Ok, vas-y. J'avais déjà un petit peu essayé comme ça avant, mais euh, ça n'avait pas porté ses fruits, enfin, ça m'avait pas amené ce que j'attendais du truc, tu vois. Mais par contre, en vacances, là, je découvre le monde magique, tu vois, du cannabis. Et en même temps, je découvre aussi les extasies, les amphétamines, enfin le speed, les champignons. Bon, pendant les vacances, bah, tu fais un peu ce que tu veux, tu ne dois pas lever le lendemain, donc tu te réveilles avec une gueule de bois ou avec une nuit blanche dans la tronche. C'est pas très grave, tu es en vacances. Par contre, à la rentrée scolaire, le cannabis, au bout de quelques mois, c'est devenu quotidien. Oui, c'est devenu directement quotidien. L'alcool, c'est resté comme ça, occasionnel, comme les extas, les amphètes. Enfin, les amphètes, j'ai arrêté assez vite parce que ça ne me disait rien. Mais voilà, les autres produits que j'ai cités, c'était quand l'occasion se présentait, quoi. Ok. Je ne courais pas derrière, mais quand on m'en proposait, fallait pas me le dire 2 fois, quoi. Donc le cannabis est devenu quotidien. Ouais, ouais, très rapidement. Ok. Et c'était finalement déjà une dépendance ou alors est-ce que c'était une volonté de consommer du cannabis? Alors je sais, même avec un peu de recul, je sais pas te dire si c'est devenu vraiment direct, si c'était directement une dépendance. En tout cas, moi j'avais beaucoup de plaisir à fumer en fait. J'avais jamais vraiment ça, jamais ça d'être stone. Et c'est que du cannabis, hein. C'est que de l'herbe, c'est que du shit. À cet âge-là, à cette époque-là, aucune idée des effets secondaires. Et puis, mais ça provoque pas d'addiction, c'est pas de venir on arrête quand on veut, et puis de toute façon j'arrête quand je veux. Et puis j'avais des périodes d'arrêt parce que quand j'avais pas de sous, ben, je pouvais rester 3 4 jours, parfois même un peu plus sans. Mais dès que j'avais un peu de thunes, j'allais acheter. Mais sur le moment même, sans doute la naïveté de l'âge, je sais pas comment tu vas appeler ça, je me rendais pas compte de ça. Et puis ça me posait pas de problème parce que j'aime ça. Enfin, jamais ça. Jamais être pété, jamais être défoncé. Donc il est où le problème? Et puis je te répète, je te le dis, c'est que de l'herbe. Tu vois plein de gens à la télé, ou même pas qu'à la télé, au cinéma, partout, tu vois des gens, ils fument
tout le monde est bien, quoi, tu vois, et puis ça rend pas agressif. Tu sais, l'alcool, quand tu as un peu trop bu, tu peux l'avoir, tu peux avoir l'alcool mauvais. Je connais personne qui a le cannabis mauvais, tu vois, donc voilà, c'est cool, puis c'est cool de fumer des ouinges, quoi, tu vois. Donc moi, pendant des années, j'ai pas vu de problème à tout ça. Je voyais même pas de problème à consommer des extras, de la coke, ni même à boire tous les jours. En plus, l'alcool, enfin, on va pas se mentir, on est en Belgique, hein, il y a un côté très culturel derrière ça. Même la weed, hein, il y a un côté culturel, hein, tu sais, la musique, ou tu vois, enfin, il y a comme ça un truc, il y a un mood autour de tout ça qui te fait dire que c'est pas un problème de boire, de fumer, de sniffer, de machin, de bidule. J'ai jamais vraiment vu de problème à toutes mes consos, ni même au fait de boire tous les jours, parce qu'à un moment donné, enfin, avait un temps, j'ai quitté l'école, j'ai commencé à travailler, et là, l'alcool est devenu quotidien. Et j'arrivais au travail sous influence, je repartais du travail sous influence. Il m'a fallu attendre quand même quelques années pour arrêter de consommer la journée, parce que j'avais envie de garder l'esprit clair la journée. Mais en tout cas, je buvais, je fumais tous les jours. Il y a eu le problème. Je ne voyais pas le problème. C'est quand même vers 30 ans où je me suis dit, c'est quand même beaucoup, c'est quand même tous les jours, quand même un petit souci, peut-être, je ne sais pas, quoi. Tu sais, c'est un peu dans la matrice, mais voilà, c'est là, mais tu n'y penses pas trop. Enfin, j'y pensais pas trop. Ce qui me posait problème, c'était l'argent. Parce que ça coûte des sous et ça commençait vraiment à me coûter des. Ça coûtait cher et ce que tu dépenses là, tu ne peux pas le dépenser dans un beau pull ou dans une belle paire de baskets ou dans un beau Lego. Donc ça me posait problème, j'essayais, mais ça marche. Tu vois, je me levais tous les matins en me disant aujourd'hui je fume pas, je bois pas. Et le soir, j'avais une bière et un joint en main, quoi. Et en fait, ce qui m'a fait arrêter, c'est que j'ai rencontré une femme à l'époque, qui allait devenir ma compagne par après, qui elle m'a dit non, non, moi je veux pas d'un fumeur, je veux pas d'un toxico, je veux pas d'un alcoolo, donc il faut que tu arrêtes tout, machin. J'ai essayé d'un peu négocier, parce que au final, j'avais quand même envie d'un peu garder de conso, tu vois, mais fumer un petit joint le week-end, peut-être prendre une pilule au nouvel an, enfin, tu vois, ce genre de truc, mais arrêter tout complètement. J'avais envie de me garder cet espace, tu vois, quelques fois sur l'année ou sur un mois, ou pour un peu planer. Non, elle m'a dit non, 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 il faut que tu arrêtes tout. J'ai dit ok, voilà. Mais par contre, j'ai pas arrêté de boire. J'ai jamais arrêté de boire parce qu'il fallait que je garde ce truc de la récompense, pas décompenser, mais pour se détendre après une journée de boulot, tu vois, pour décompresser, vraiment. Voilà, j'ai bossé toute la journée derrière une caisse, j'ai rangé ça, j'ai fait ça, ça, ça. J'ai besoin de pouvoir. Et même c'était parfois, oui, 50 centilitres sur 3-4 heures, donc on n'est pas loin du binge drinking, pardon. Ça me Le seul problème que ça me posait, c'est que tu fais souvent pipi. Mais je voyais que ça comme problème. Donc pour me donner bonne conscience et pour faire moins souvent pipi, j'ai bu la même quantité, mais en 33. Mais c'est vraiment quand j'ai fait le burn-out que je me suis dit, il y a un problème quelque part, lequel maintenant on va aller chercher, on va aller voir c'est quoi les problèmes. En fait, tout s'est effondré en une fois ou Ouais, ouais, super rapidement, en ouais, en fait. quelques mois. Le travail, l'aspect Mmh. personnel, Ouais. Crise tout, de en la fait. quarantaine C'est aussi ça, oui. peut-être, tu vois. Ça a vraiment été comme ça une période. Parce que, voilà, comme je te dis, j'avais arrêté. Donc, en quelque sorte, quand ma compagne m'a quitté, j'ai connu une rechute, en fait. Mhm. Peut-être sûrement pas dans l'alcool, mais dans la drogue, quoi. Et ça a été une grosse rechute, je trouve, quand même, mais assez courte dans le temps. Pour une chance. Ça a duré à peu près 18 mois, quoi. Grosso modo, ouais. Mais voilà, les quantités, elles n'étaient pas les mêmes qu'à l'époque, parce que j'avais quand même beaucoup plus de pouvoir d'achat. À l'époque, j'ai travaillé, mais j'ai connu des périodes de chômage. Donc, quand tu as juste ton revenu je veux dire, de chômage, oui, tu n'as pas beaucoup de sous, tu as payé ton loyer, ta machin, il te reste un petit peu. Donc, enfin, là, je payais mon loyer, et puis tout le reste, c'était dans la chenouf. Mhm. Et c'était dans des. Voilà, les joints que je roulais, c'était pas des blagues, hein, c'était pas des lol. Hein, quand je prenais de la coke, 1 gramme, c'est la mise en. J'allais dire la mise en bouche, c'est la mise en narine. Ok. C'est juste pour un peu démarrer, sortir la tête de l'eau après une semaine de dur labeur. Mhm. Le deuxième gramme, c'est. Tu vois. Et puis le troisième, le quatrième. Puis en fait, à un moment donné, tu n'es même plus là, en fait. Hein. Mhm. C'est pas de la dissociation, mais il y a une déconnexion mentale qui se passe. Et il y a des trucs, je me souviens même plus. Je pourrais t'expliquer certaines soirées jusqu'à une certaine heure. Après, coke, alcool, enfin, il y a un blackout qui se passe et voilà, parfois, tiens, je suis dans mon fauteuil, tu vois.
Mais il n'y a même plus de plaisir, en fait. Et tout ça, donc toutes ces années, tu ne mettais jamais le mot addiction, dépendance, problème, relation, rien. Ok. Non, il y avait bien de temps en temps, ouais, tu bois, ouais, tous les jours, ouais, ah, t'es un alcoolique alors. Ouais, mais alors quoi, on est en Belgique, hein, mon vieux. Ah, ouais, quoi? T'es alcoolique, je bois. Mais c'est. Oui, et puis en fait, tu minimises tes trucs. Maintenant, tu vois, j'aurais peut-être été à une bouteille de whisky tous les jours, je me serais peut-être posé des questions plus rapidement. Mais moi, ce que je buvais le plus, c'était de la bière. C'est que de la bière. Tu vois? Il y a Et ça en plein de vente gens. partout, Hmm. ça en vente partout, tout le monde en Tu boit vas, dans les bars, tu vas chez le c'est partout. libraire pour acheter ton journal. Tu fais comme ça, je prendrais bien une bouteille d'eau. Bah, il y a une bière aussi. Enfin, tu vois, Mhm. tu rentres dans un night shop, dans une supérette, n'importe où. Ah, voilà, c'est en vente libre, c'est légal, c'est normal que ce soit là. Tu as des magasins, le premier rayon dans lequel tu passes, c'est le rayon alcool. Tu arrives aux caisses de n'importe quel magasin, l'alcool, il est là. Enfin, tu vois, ouais, c'est compliqué. Mais de nouveau, moi, je me disais que mais c'est que de la bière. C'est pas un problème, quoi. Ouais, Tu vas bien après ouais, tout. je vais bien. Et puis de toute façon, je tiens droit. Mhm. Pendant des années, je pouvais. Enfin, comment t'expliquer ça? Tu m'aurais vu à l'époque, avec 8,50 dans le cornet, t'aurais jamais pu t'en douter. Parce que, droit comme un i, pas de balbutiement, Mhm. même la laine. Tu sais, je fumais beaucoup de cigarettes et je mangeais beaucoup de chewing-gum pour masquer l'odeur. Donc, j'étais vraiment dans un état de concentration assez extrême pour pas que ça se voie. Mais une fois que je relâchais mon attention, je Ouais. sombrais. C'est vraiment quand j'ai eu. Là, c'était vraiment quand il y a eu la rechute, là, c'était vraiment une décompensation. Où là, ouais, je m'achevais carrément. C'était volontaire. Mhm. Je voulais m'achever, dans tous les sens du terme. M'achever, juste en fait, juste pour tomber endormi, en espérant peut-être parfois ne pas me réveiller, tu vois. Parce qu'il y avait vraiment cette volonté d'autodestruction. Mais voilà, il s'est placé plein de trucs en même temps sur une très courte période. En fait, tout m'a explosé au visage. Cocaïne, alcool, cannabis. Et donc, il y a un moment où tu fais appel à cette ASBL dont tu parlais tout à l'heure, Mhm. alors. Ok. Et c'est là le moment où tu as mis pour la première fois les mots sur ce que tu as vécu. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait? Euh, alors, donc, je vais d'abord chez mon médecin généraliste et je lui explique, il se passe ça, 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 ça. Je déballe tout. Donc elle m'explique, voilà, nous on travaille en réseau avec une association qui s'appelle comme ça, prenez contact avec eux, parce que moi je peux rien pour vous. Enfin, voilà, ma généraliste est très honnête avec moi, elle me dit, moi, à part faire des prises de sang, vérifier vos paramètres, je peux rien pour vous, il faut aller voir quelqu'un dont c'est le métier. Et donc je me dis, finalement, il faut aller voir quelqu'un dont c'est le métier. Et les premières séances, je me demande ce que je fais là. J'avais déjà eu affaire à des psychologues quand j'étais beaucoup plus jeune et je voyais vraiment pas l'utilité du truc. Là, je la vois un petit peu plus parce que je vais pas bien. Mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Et mon papa, et le passé, et machin, et il s'est passé ça, et on m'a harcelé, et truc, et bazar. Et une séance comme ça, deux séances comme ça, troisième séance, enfin, je parle tout seul, quoi. Enfin, je parle tout seul. Je parle de moi, ça fait du bien, mais dans quel but? Et à la quatrième séance, pas qu'elle me coupe la parole, mais elle m'arrête. Monsieur de Wilder, excusez-moi. Oui, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Ouais, non, enfin, mais ce que vous expliquez, c'est pas normal, hein. Comment est-ce que j'explique que c'est pas normal? Mais non, monsieur. Qu'un petit garçon de 8 ans vive ce genre de situation, d'événement, c'est pas normal. On n'est pas censé vivre ce genre de choses. Ce que vous m'expliquez, vous avez vécu à cette période-là de votre vie, c'est pas normal. C'est dur à encaisser. Ce qui se passe à votre boulot, c'est pas facile, c'est dur, c'est compliqué, hein. Vous vous rendez compte? Arrêtez de minimiser ce qui vous a. Parce que moi, c'est toujours. Ouais, mais à l'aise, hein. Enfin, je sais pas, peut-être ça se voit comme ça quand je parle, mais tu sais, un peu à la cool, quoi. Ouais, c'est pas si grave. Oh, tu sais, ouais, allez, t'inquiète. Elle me dit non, monsieur, c'est grave, c'est dur. Le fait de consommer des substances, c'est fait partie des stratégies de défense qu'on peut se créer pour encaisser la vie, etc., etc. Donc, oui, elle met un peu des mots là-dessus. Elle déstigmatise aussi le fait que je sois un consommateur de drogue, consommateur d'alcool. Je ne suis pas que ça.
Euh, Elle met des mots sur certaines choses, sur certains événements. Elle me déculpabilise. Enfin, elle me déculpabilise, ouais, je le dis comme ça parce que je ne sais pas le dire autrement. Je dis souvent, pour donner une image, elle m'enlève les poids que j'avais dans mon sac à dos, en fait. Petit à petit, elle retire des trucs, quoi. Et là, je commence, comme je crois que je l'ai dit déjà, je commence un peu à respirer, à sortir la tête hors de l'eau et à me dire, en fait, bah ouais, je vais pas bien, et c'est pas grave, mais il y a moyen d'aller mieux. Mais pour ce faire, il y a quand même des choses à mettre en place. Donc elle commence déjà à m'expliquer deux, trois trucs que j'essaye de mettre en place. C'est pas évident, hein. La psychothérapie, oui, c'est beaucoup de théorie, très intéressante. Mettre en pratique, pas toujours facile, hein. Surtout quand tu vas être dans la communication, des trucs comme ça. Mais en tout cas, j'essaye. Et si je me plante, c'est pas grave, on recommence. Et voilà, c'est vraiment cette première étape qui, voilà, ah ouais, en fait, c'est utile la psychothérapie, c'est utile un psychologue. C'est bien de parler, c'est bien d'écouter ce qu'on nous dit aussi, parce que il t'oblige pas, on va te donner un conseil, on va pas t'obliger à le faire, mais ce serait quand même une bonne idée au moins d'essayer. Donc moi, je pars de ce principe-là. Ok, elle m'a dit ça, je vais essayer, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, on trouvera autre chose. Waouh. Et donc, aujourd'hui, tu en es arrivé à aider justement une personne qui est dans la même situation que tu étais, dans laquelle tu étais. Mais finalement, aussi bien en formation que ce que je fais sur les réseaux, j'emploie une grosse partie de mon vécu, de ce que j'ai pu connaître en hospitalisation, ce que j'ai pu apprendre plutôt même, tu vois, en hospitalisation, parce que j'ai beaucoup appris. J'ai jamais été un bon élève, moi, à l'école. J'ai arrêté l'école en 5e secondaire, j'avais 20 ans. Enfin, pour te dire, le niveau scolaire, il est exécrable. Mais là, je me suis dit, je vais enfin, il faut que j'écoute bien tout ce qu'on me dise, que je comprenne, que j'assimile, que je mette en pratique. Là, à ce moment-là, je me suis dit, je me suis mis en mode bon élève, si tu veux. En me disant, il faut vraiment que j'apprenne des choses parce que ces choses-là vont me permettre de vivre convenablement. Et puis après, de me dire, bah, c'est quand même intéressant tout ça, ce serait bête de le garder pour moi. Ce serait un peu du gâchis même. Donc on va partager ça. Je vais partager ma boîte à outils avec le maximum de gens possible. Si ça les aide, tant mieux. Si ça les aide pas, ben, au moins j'aurais. Enfin, eux-mêmes déjà, ils ont fait la démarche de venir vers moi. Mais enfin voilà, là, il y a quelque chose qui se passe aussi autour de ça. Tu vois, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Tu peux peut-être essayer plus tard. Ou peut-être que les conseils que moi je t'ai donnés ne sont pas les bons pour toi. Donc ben, peut-être essayer autre chose. Enfin, ne lâche pas Bien l'affaire. sûr. Enfin, tu vois, il y a aussi tout un travail, si pas d'encouragement, en tout cas de susciter en tout cas l'espoir du rétablissement chez les autres, de leur dire, bah, regarde, si moi j'y suis arrivé, c'est sans doute à la portée de tout le monde. C'est peut-être résumer les choses ou tu vois, les réduire à. Mais je me dis, moi c'est ce que je me suis dit. Si moi j'ai réussi à le faire, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Maintenant, voilà, les solutions que j'ai trouvées pour moi me rétablir ne vont peut-être pas ne correspondent pas à tout le monde, mais il y a d'autres solutions et on peut aussi en parler, on peut aussi les mettre sur la table. Et donc pour toi, finalement aussi, cette page TikTok te permet aussi de faire de la prévention. C'est de mettre au courant, de tenir au courant les personnes. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller consulter la page, elle est super intéressante. Enfin, tu précises tellement bien les choses, tes recherches sont complètes et profondes quand Merci. même. Mais donc c'est ce travail de prévention avant plutôt que de guérison par la suite. Oui, Comment est-ce qu'on pourrait mais mettre des choses en place justement? en fait, pour vite l'expliquer, comme ça Mhm. c'est dit, Ouais. la page TikTok, elle a l'utilité de prévention. Donc attention les gars, si vous prenez ça, il peut se passer ça, il risque de se passer ça. À terme, vous allez connaître sans doute ça, ça, ça. Je te parle de problèmes physiques, je te parle de problèmes psychologiques. L'autre utilité de ma page Facebook, c'est la réduction des risques. Parce que je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, qu'il faut peut-être d'abord passer par la réduction des risques pour arriver à peut-être l'arrêt, l'abstinence, la sobriété, etc. Donc il y a aussi des gens qui me contactent. Moi, enfin, je te donne un exemple très concret. J'ai acheté des champis, qu'est-ce que je dois faire? J'ai envie de dire au gars, bah, jette-les. Mhm. Ou j'ai acheté des extasies, qu'est-ce que je dois faire? Jette, hein, c'est mieux pour ta santé. Mais le gars, si je lui dis jette, il va me rire au nez. Donc, écoute, si tu en as la possibilité, bah, peut-être fais-la vérifier dans un centre de réduction des risques. Comme ça, tu sais un petit peu ce que tu vas prendre. Ne prends pas trop en une fois. N'en prends pas une en entier. Prends d'abord une demi,
voir comment tu te sens, et en fonction de ça, voir si tu vas prendre la deuxième moitié ou pas. Pense à t'hydrater, ne fais pas de mélange, évite de mélanger ça avec de l'alcool ou de la cocaïne, ou tu vois. Donc il y a aussi, la page sert aussi à ça. Donc je fais comme ça des vidéos de prévention sur un produit, une substance. Je fais de la réduction des risques, mais ça c'est peut-être plus en message privé. Mais voilà, il y a ce travail-là. Et en fait, le fait d'avoir commencé à faire des vidéos, à parler de ça, de ça, de ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté. Donc là, carrément, je fume de trop, je veux arrêter. Comment t'as fait? Ok. Moi, enfin, je rigole, mais je leur dis, écoute, moi, je me suis fait hospitaliser, mais ça va peut-être pas être bon pour toi. Ou tu sais, j'ai beaucoup de gens qui me contactent aussi, des mineurs. C'est difficile de dire, papa, maman, je fume de trop, je bois de trop, je vais me faire hospitaliser. Bien C'est sûr. compliqué, tu vois. Et alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai écrit une note un peu de base sur l'arrêt, par exemple, du cannabis. Quand quelqu'un me dit j'ai envie d'arrêter le cannabis, je lui pose deux, trois questions pour un peu situer la personne où elle est dans sa consommation et j'adapte la note, en fait, tu vois, à la consommation de la personne. Et c'est pas pour faire le malin, je n'ai pas besoin de me vanter, c'est pas... mais j'ai eu des chouettes retours, quoi. Il y a des gens qui m'ont dit grâce à ce que tu m'as envoyé, voilà, ça fait 1 an que je fume plus. Grâce à tes vidéos, j'ai pris conscience que j'avais certainement un problème avec l'alcool, la cocaïne, enfin pas pour le produit, mais donc là, ouais, il y a un petit sentiment de fierté, de satisfaction, mais enfin, tu vois, avec Oui. beaucoup d'humilité, mais en fait, ouais, je suis content du résultat, quoi. Bien sûr. Mais tu restes un repère et un exemple pour la plupart des Je sais personnes qui pas te si je suis suivent. un exemple. Quand je reçois le compliment, j'ai appris à le prendre. Parce qu'au début, ouais, t'as un exemple. Par exemple, de quoi Mhm. restons calmes, restons humbles. Mais j'ai quand même appris à prendre le compliment pour moi, tu vois, et à me dire, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'avoir des retours positifs comme ça de personnes, d'anciens usagers au final. Donc ça fait super plaisir. Et là, je me dis, ben voilà, c'est bien. Mhm. C'est bien. C'était vraiment une bonne idée de partager les outils que j'ai pu acquérir au cours de mon rétablissement. Et voilà, c'est l'idée du partage en Bien fait. sûr. Et donc ici sur cette plateforme, tu accueilles des personnes justement qui peuvent rencontrer cette problématique et tu les accompagnes alors dans ce développement, dans cette recherche de solutions. Quelque part, tu les outils. Ce qui se passe à la formation, le rétablissement par ses propres forces, qu'on donne ici à la plateforme, je suis là en tant que père aidant, mais les personnes enfin, qui viennent à la formation, les profils sont très 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 variés. Ça va d'une personne qui a un problème d'addiction ou qui a eu un problème d'addiction à des gens qui ont un tout autre diagnostic ou trouble. On a des bipolaires, des psychotiques. Voilà, on a même eu des personnes qui ont comme on dit, des maladies, des problèmes somatiques. Donc c'est même plus des problèmes de santé mentale, mais de base un problème de santé physique. Après, effectivement, quand tu as des problèmes de santé physique, ça finit par atteindre ton mental, si tu veux. C'est comme ça, un corps sain dans un esprit sain, enfin, tu vois, ce genre de truc. Bien sûr. Donc on en a quand même eu, mais voilà, on a comme ça un public qui est très varié. Alors évidemment, si tu me poses une question sur l'alcool, hein, que la consommation, machin, je peux te répondre très précisément avec, voilà. Mais quand c'est une personne qui présente des problèmes, enfin, qui essaie de se stabiliser peut-être dans sa bipolarité, là, bon, ben, je suis pas de la plus grande aide, mais il y a toujours ce tronc commun qui est le rétablissement. Donc, voilà, ça parle toujours malgré tout de façon globale de rétablissement. Et de toute façon, on trouve toujours des points communs à un moment donné, tu vois. Et au cours de la formation, il y a des échanges, c'est basé sur le partage de savoir. Donc, déjà, les participants partagent des trucs entre eux. Et de temps en temps, ça me donne une idée. Je dis, ah bah tiens, bon, j'ai peut-être pas connu ça, mais la situation me parle beaucoup. Et moi, pour résoudre cette situation-là, bah, j'ai fait comme ça. Je prends cet exemple-là du ménage, par exemple. Tu as accumulé beaucoup de bordel chez toi, il y a du linge D'accord. partout, il y a de la vaisselle qui traîne. C'est un truc qui arrive à plein de personnes, pas spécialement des consommateurs d'alcool, tu Bien vois. sûr. Ça arrive à plein de gens. Alors je dis, ah, mais moi, mon petit truc, c'est de faire comme ça, comme ça, comme ça. Je fais pas tout en une fois parce que sinon c'est décourageant. Enfin, tu vois, je donne comme ça mes petits tips ménagers. Eh bien, merci beaucoup en tout cas De pour ce rien. podcast, Jonathan. Et à bientôt. Eh bien, je mets en description des petites informations pour pouvoir retrouver Jonathan. Donc, n'hésitez pas à le contacter, spécialement sur TikTok aussi et à travers la TikTok ou plateforme. via la plateforme, il n'y a pas de problème. Mais merci beaucoup, Jonathan. Merci à toi, merci à vous. À bientôt.